vais laisser la parole à mes collègues. Nous aurons d'abord un propos de Pierre-Emmanuel Guigaud, maître de conférence en histoire à l'Université Paris-Est-Créteil, sur l'un des acteurs déterminants de ces assises que fut Pierre Mauroy. Puis nous irons du côté de la CFDT avec Claude Rocati. Enfin, on ira un petit peu, on changera d'échelle, et on sait que la question de l'arrivée des nouveaux adhérents au PS a été un moment parfois extrêmement tendu et compliqué localement, et donc François Prigent y reviendra pour la Bretagne. Et puis, on fera évidemment la place qui se doit aux militants du PSU, mais aux militants du PSU qui ont boudé et qui ont refusé les assises avec Octave Pernaut. Voilà, je vais laisser tout de suite la parole à Pierre-Emmanuel Guigaud. Merci. Merci à toi, Anne-Laure, et merci. Et merci aux organisateurs et aux organisatrices de m'avoir invité à participer à ce colloque. Donc effectivement, je vais parler de Pierre Mauroy et de son action, et j'en profite un petit peu pour vous annoncer la sortie de cette biographie de Pierre Mauroy qui sort le 9 octobre chez Passé Composé. Voilà, donc c'est le tout premier exemplaire alors qu'il n'est même pas encore sorti. Voilà. Il y a déjà des preneurs. Donc, je vais vous parler effectivement du rôle de Pierre Mauroy dans ce processus des assises du socialisme. Pierre Mauroy qui a été un véritable maître d'œuvre de ce moment majeur. Et finalement, ce processus des assises, il paraît extrêmement surprenant quand on se souvient encore seulement quelques mois plus tôt à quel point les tensions pouvaient être importantes, pouvaient être fortes, pouvaient être même parfois violentes, en tout cas dans les mots, entre les différentes composantes de la gauche et en particulier entre le PSU et le Parti socialiste. Il a donc fallu des intermédiaires pour créer ce lien, pour permettre ce moment nouveau qui va renforcer le Parti socialiste et qui a contribué, alors suivant les points de vue modérément et pour d'autres de manière décisive, à la victoire de 1981. Pierre Mauroy a justement été un de ces intermédiaires majeurs, en tout cas du côté du Parti socialiste. Alors, ces liens, il va les saisir assez tôt. Dès 1974, il va retrouver Michel Rocard, qu'il connaissait déjà, je vais y revenir dans quelques instants, et il va reprendre des contacts beaucoup plus soutenus avec lui, qui vont encore plus se concrétiser à partir du printemps 1973, avec les dîners chez le docteur Salomon, qui réunissent des membres venus du PSU et d'autres venus du PS, Pierre Mauroy et Michel Rocard, mais aussi Robert Chapuis, qui est juste devant moi, et Jean-Pierre Levade, que j'ai vu tout à l'heure, qui vont donc poser les bases, au départ, de l'idée d'une revue commune, ou en tout cas d'une publication commune, et puis finalement, comme tu l'as bien montré, Anne-Laure, avec l'accélération de l'élection présidentielle, ce moment-là va se renforcer, va se cristalliser, et va permettre le moment des assises. Alors si Pierre Mauroy peut jouer ce rôle de go-between, si vous me permettez cet anglicisme, c'est qu'il est lui-même à la convergence des socialismes. Il incarne, et ça tu l'as bien rappelé, le socialisme historique, le socialisme du Nord, héritier des combats ouvriers du 19e siècle et du début du 20e siècle, héritier aussi de la SFIO. C'est bien pour ça que j'ai intitulé cet ouvrage de manière un peu provocatrice « Le dernier socialiste ». C'est le dernier de la SFIO en quelque sorte. Héritier aussi du combat laïque dont il sera porteur tout au long de son existence. Mais il n'est pas pour autant étranger à toutes les nouvelles tendances, ce qu'on a appelé dans les années 60 la nouvelle gauche et ce qu'on appellera à partir de 77 la deuxième gauche. Il est aussi en phase avec cet élément-là, ce qui n'est pas le cas du tout du reste du Parti socialiste et encore moins du reste de la SFIO dans les années 1960. Il s'est ouvert finalement à ces nouvelles tendances, à ces nouvelles vues qui ont émergé de l'anticolonialisme, qui ont émergé aussi des combats de la gauche anticommuniste, plutôt non communiste, des années 1960. Il incarne aussi la jeunesse du parti, et c'est sans doute pour ça qu'il est plus en phase avec ces nouvelles tendances. C'est ce qu'a bien montré Arnaud Dupin dans sa thèse, à quel point Pierre Mauroy, dans les années 60, incarne la jeunesse au sein de la SFIO, alors même qu'une large partie de la jeunesse de gauche s'est détournée de la SFIO. Donc lui est conscient de ce problème-là et essaye de la faire revenir, et ce, en mettant en place un certain nombre de structures qui sont dans la SFIO
mais sans être complètement affilié à celle-ci. Ça sera le cas des clubs Léo Lagrange, du côté du sport, des activités culturelles, du voyage. Et puis ça sera le cas aussi à travers un certain nombre de revues, la plus célèbre étant la revue de son club, le CEDEP, puisque lui aussi a un club dans la dynamique des années 60. Et donc le CEDEP va se faire le reflet de toutes ces idées qui sont en train d'émerger dans la gauche durant ces années 1960. Tu as parlé de la décentralisation, alors ça sera évidemment un des combats importants de sa vie, et dès les années 60, on retrouve, en tout cas à la fin des années 60, on retrouve cette idée, alors il ne parle pas de décentralisation à ce moment-là, effectivement on va parler de régionalisation, et surtout au CEDEP on parle de planification territoriale. Alors, ce n'est pas décoloniser la province, mais en tout cas, on peut trouver, c'est peut-être un peu plus directif, c'est peut-être un peu plus du haut vers le bas, la planification territoriale, mais il y a quand même cette idée de réformer la France et d'éviter la centralisation qui est perçue ici comme négative. On pourrait presque dire que Pierre Mauroy se trouve à la jonction entre les deux gauches. Il a certes les deux pieds bien dans la première gauche, mais voilà, il est ouvert à la deuxième gauche. Et d'ailleurs, ça lui vaut un certain nombre de sympathies du côté de la troisième composante ou du côté également de certains membres du PSU. D'autant qu'il est profondément ancré dans la société civile, parce que, héritier de ce socialisme qui se voulait vraiment un socialisme, on pourrait presque dire à l'allemande ou à la belge du Nord, il a cet ancrage ouvrier qui est très fort en lui. Alors il n'est pas fils d'ouvrier comme on le dit souvent, mais il est quand même petit-fils de bûcheron. Son père a connu une ascension sociale absolument spectaculaire et par ailleurs, il a vécu toute sa vie dans un milieu qui est ouvrier. Il a aussi une proximité très forte avec les milieux syndicaux. Et là aussi, ça n'est pas quelque chose qui est commun à tout le Parti socialiste. Frédéric Savicki l'a bien montré dans les réseaux du Parti socialiste. On a là quelque chose de typique de ce socialisme du Nord, ces liens très forts avec le syndicalisme. Alors pour Pierre Mauroy, au départ, c'est quand même plutôt FO, qui est le syndicat dont il est le plus proche, mais il a aussi des bonnes relations avec la CFDT, ce qui fera dire à Jacques Julliard que Pierre Mauroy était l'un des rares dirigeants socialistes qui avait une culture ouvrière et populaire et qui s'intéressait au syndicalisme. Il plaît donc totalement à la troisième composante. Alors Pierre Mauroy, ça va être un faiseur de liens entre les hommes. Désolé, il n'y avait pas beaucoup de femmes, c'est malheureux, dans ces assises du socialisme. Et ce lien, il va être rendu possible déjà parce qu'il a un statut tout à fait particulier de numéro 2 incontestable et incontesté de François Mitterrand. Il y a une confiance très forte entre les deux. Et ce lien date de l'élection présidentielle de 1965 et il n'a quasiment jamais été remis en cause, en tout cas pas jusque-là. Il le sera à la fin des années 70, mais c'est évidemment un autre sujet. Il est donc son numéro 2 incontestable et incontesté, et François Mitterrand, qui n'a pas forcément un goût très prononcé pour l'organisation du Parti socialiste, lui laisse là-dessus une très grande liberté de manœuvre. On le voit d'ailleurs dans les archives de Pierre Mauroy, il y a régulièrement des procurations qui sont données à Pierre Mauroy, par François Mitterrand donc, pour le laisser gérer les affaires internes du parti. Cette marge de manœuvre, on le retrouve aussi dans le fait que Pierre Mauroy suscite auprès de François Mitterrand l'idée d'un appel qui va être finalement la base de ces assises du socialisme, et François Mitterrand lui dit très bien, allez-y, rédigez-le, et on va pouvoir le transmettre par la suite. Mais il est aussi l'ami de Michel Rocard et il a des liens très forts avec la deuxième gauche et le PSU. Ami de Michel Rocard parce que très tôt, ils ont été ensemble, cité Malesherbes, dans la direction de la SFIO, Pierre Mauroy comme le chef des jeunesses socialistes et Michel Rocard comme le responsable des étudiants socialistes. Ils ont gardé de cette époque-là une sympathie très forte qui ne s'est jamais démentie. Ils ont pris des chemins différents. Michel Rocard a quitté la SFIO en 1958 pour aller cofonder le PSA puis le PSU. Et Pierre Mauroy n'a pas suivi ce chemin-là, il est resté à la SFIO, mais néanmoins, ça n'a pas créé entre eux une inimitié qui aurait pu se retrouver par la suite. Je l'ai dit tout à l'heure, à partir du début des années 70, les liens vont se refaire, il va y avoir ces dîners réguliers entre eux, notamment chez le docteur Salomon, et finalement, ça va permettre de poser les bases de la participation active de Michel Rocard au secteur économie de la campagne de François Mitterrand en 1974, ce qui va permettre par la suite ce processus des assises. Alors,
Pierre Mauroy le pousse, ce processus des assises, il le souhaite, et ce même parfois au corps défendant de François Mitterrand. Tu as rappelé à quel point eh bien, celui-ci pouvait être parfois sceptique sur celui-ci, il en comprend bien la portée stratégique, mais néanmoins, il n'entend pas finalement à ce que ce processus soit une véritable révolution au sein du Parti socialiste. Et alors tu n'as pas osé lire la fameuse archive dans laquelle François Mitterrand le dit clairement à Pierre Mauroy, qui lui rend compte de ce processus-là. On est le 22 août 1974, et François Mitterrand lui répond « Bon, c'est très bien, merci beaucoup pour tout ce que vous faites », et lui dit « Une tendance excessive à gommer notre stratégie qui fut et reste la bonne et à flatter la stratégie gauchiste qui a échoué. » Il parle là donc du texte qui est en train d'émerger des premières discussions. Cela apparaît surtout dans le document de Rocard, dont les références sont trop uniformes, Lippe, Cerizet, etc. Nous n'avons pas à faire comme si nous nous étions trompés. On ignore, quand on referme le dossier, qu'il existe aujourd'hui un parti socialiste important qui, par ses propres moyens et sans concours externe, peut devenir le premier parti du pays. Donc en gros, on vous accepte bien, mais souvenez-vous bien que vous n'êtes pas nécessaire. On peut gagner sans vous, mais on est gentil, on vous accepte. Si nous voulons élargir, c'est pour sortir le socialisme, n'écarter aucune valeur, aucun talent, aucune idée. Mais il faut que la rivière reste dans son lit. Décidément, les questions de rivière, de fleuve et d'océan, c'était quelque chose qui l'habitait à ce moment-là. Cela dit, le travail est positif, et si je vous dis ces réflexions, elles portent essentiellement sur le climat idéologique qui ressort du texte. Tout montre que ces divergences, inexprimées mais réelles, donc il y a quand même des divergences, seront surmontées. Ma confiance est entière dans votre jugement et votre fermeté. Voilà, je continue à vous garder une pleine confiance. Et il dit un peu plus loin, au nom de quoi organiserions-nous ces assises dont le rayonnement peut être immense, en consentant à n'être que la fraction minoritaire d'un rassemblement où les autres composantes seraient majoritaires, alors que leur influence comparée à la nôtre reste tout de même assez mince. Donc en gros, le gros parti, c'est nous, les autres ne sont qu'un petit élément, et nous entendons être absolument majoritaires, y compris dans les membres qui seront à la tribune, puisque c'est de cela dont il s'agit ici. Alors, est-ce que Pierre Mauroy partage cet avis? Il est sans doute beaucoup plus modéré, en tout cas dans les termes qu'il utilisera. Il n'est pas forcément aussi radical que ne l'est ici François Mitterrand. Néanmoins, pour lui également, il ne s'agit pas finalement, et comme pourraient l'attendre certains au sein du PSU ou de la troisième composante, de refonder complètement le Parti socialiste. Il ne s'agit même pas de changer le nom pour devenir le Parti des socialistes. Clairement pas. Il le dit dans une rencontre PSU-PS qui est évoquée par François Cros le 29 mai 1974. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est poser a priori des problèmes de structure d'appareil. L'essentiel, c'est le profit politique. C'est quand même très cash, si vous m'excusez, là aussi l'expression, le profit politique. Alors, et tout simplement, les gens viendront. Il s'agit bien d'un élargissement. C'est donc un élargissement et non pas une refondation du PS auquel doit donner lieu les assises du socialisme. Et il dit, alors cette fois-ci publiquement, dans une interview pour l'Express, le 10 juin 1974, « Nos militants ne comprendraient pas que l'on remette en question toutes les structures du Parti socialiste maintenant ». Donc ça n'est clairement pas pour lui une refondation. Il a été le maître d'œuvre de la refondation du Parti socialiste depuis Épinay, depuis 1971. Il n'entend pas tout remettre à plat. Alors, il parlait de profit politique, et tu l'as dit, Anne-Laure Olivier, de quel profit politique peut-il s'agir? Eh bien, c'est celui de construire un Parti socialiste encore plus puissant, ancré effectivement dans de nouveaux territoires, de nouvelles couches, comme on pouvait dire à cette époque. Tu parlais notamment, et comme le mettait en avant la BD, la question du lien avec la chrétien, la question d'une ouvriérisation plus importante du Parti socialiste, d'un élargissement de sa base sociale. Ça, c'est clairement effectivement un but qui est important. Et pourquoi? Eh bien, pour la conquête du pouvoir. C'est quelque chose qui anime les membres du Parti socialiste, la direction du Parti socialiste à ce moment-là, qui est commun à François Mitterrand, à Pierre Mauroy, et on peut même le dire à Michel Rocard, c'est qu'à un moment donné, il faut que ces socialistes, ils arrivent au pouvoir et ils aient à gérer les destinées du pays. Il y a aussi quelque chose chez Pierre Mauroy, le terme que tu as utilisé tout à l'heure de schisme pour parler du moment 58-60, il est assez symptomatique, c'est que le Parti socialiste, pour lui, ça n'est pas simplement un parti, un engagement, c'est quasiment une religion. On y vit intégralement, on vit pour le Parti socialiste, on vit pour le parti.
il avait cette formule un petit peu triviale. Il disait que sa maîtresse, c'était sa ville et sa femme, c'était son parti. Donc, c'est assez typique quand même de son état d'esprit. Donc, l'idée d'une gauche qui serait à nouveau unie, c'est quelque chose de puissant chez lui. Alors, dans son lien avec les communistes et dans cette volonté d'avoir l'union de la gauche, quelque part, s'il avait pu refermer le congrès de Tours, ça aurait été sans doute sa joie la plus importante, et voir revenir les partis communistes, selon lui, au bercail, ça aurait été quelque chose de puissant, mais voir revenir les derniers schismatiques, entre guillemets, ceux de 58-60, c'était quelque chose pour lui de totalement puissant, afin de faire grossir ce PS et de le préparer encore plus à la conquête du pouvoir. Mais il y avait aussi un but interne, et là aussi tu l'as dit rapidement tout à l'heure, c'est de renforcer la majorité au sein de ce Parti socialiste, derrière François Mitterrand, autour d'une ligne, on va dire, plus modérée que celle que défend le CRS. Le CRS qui a quand même créé la surprise lors du dernier congrès, au congrès de Grenoble, en obtenant plus de 20% des voix sur une ligne, effectivement, qui paraissait beaucoup plus dure dans le lien avec le Parti communiste, dans une ligne beaucoup plus révolutionnaire également, et marxiste. Donc Pierre Mauroy veut, en quelque sorte, contribuer à renforcer ce courant majoritaire et en arrimant, en tout cas c'est ainsi qu'il les perçoit, ceux qui viennent du PSU et surtout d'ailleurs de la troisième composante. Il veut aussi arrimer le socialisme français dans le socialisme européen et international. Il faut se souvenir qu'au congrès extraordinaire de Bagnolet, seulement un an plus tôt, les tensions avaient été très vives, notamment sur le soutien ou pas du PS à la construction européenne, et il a fallu un engagement très vif de Pierre Mauroy pour que ce soit acté, dans lequel lui rend hommage à cette construction européenne qui est alors et dénoncée très largement par beaucoup de socialistes comme uniquement une construction capitalistique qui défend l'économie libérale. Lui leur répond très clairement, certes, mais ça n'est qu'une première étape et c'est déjà une étape décisive. Si on noie cette idée-là, on n'arrivera jamais à construire une Europe de toute façon. Donc c'est ce rôle qu'a joué Pierre Mauroy tout au long de ce processus des assises du socialisme, entre les différentes idéologies, si on peut dire, en tout cas les cultures politiques, entre les hommes également, et afin de faire disparaître, ou en tout cas d'amoindrir les plaies du passé pour créer un destin nouveau pour le Parti socialiste. Les militants de l'époque l'ont bien reconnu, et tout à l'heure, Pierre-Yves Cossé me partageait cette anecdote tout à fait intéressante, comme quoi le mot d'ordre chez les membres de la troisième composante, c'était de dire « il faut applaudir Mauroy », sans doute pour lui rendre hommage justement rendre hommage au processus qu'il avait contribué à initier. Merci beaucoup pour votre attention.